Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission en ce début d'été. L'été d'ailleurs, une saison propice à la lecture où on tente de rattraper tous les livres qu'on s'était promis de lire l'été dernier en fait. Bon, bien sûr, parmi les ouvrages dont on parle le plus en ce moment, Les Fleurs de l'ombre de notre première invitée, Tatiana de Renais, un roman d'anticipation sur la place des nouvelles technologies, l'enfer du meilleur des mondes. L'actualité du jour, c'est la relance économique. Le nouveau gouvernement en fait une priorité puisque le ministère de l'économie et des finances est désormais aussi celui de la relance. Alors, est-il possible de réamorcer la croissance sans que nous recommencions à consommer? C'est la question qui anime tous les politiques. Ce qu'on peut demander aux citoyens, c'est de débloquer leur épargne et d'investir et de consommer, si possible, dans des biens et services produits en Europe. Alors si nous consommons plus pour sauver les emplois, allons-nous relancer en même temps le réchauffement climatique? La relance de l'économie peut-elle s'habiller de vert? Sommes-nous prêts à ralentir et à quel prix? Nous en débattrons avec nos invités. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons ceux qui manient la chronique comme un barman, le shaker en fait, à savoir Paola Puerari et Victor Dequiver. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au menu ce soir, Paola? Alors moi ce soir je vous emmène en Chine, je vais vous raconter le calvaire d'un baryton que tout le monde confond avec le président chinois. Et le problème c'est que ça ne fait pas du tout rire Xi Jinping. C'est un problème en effet. Et vous Victor? Les Espagnols sont-ils experts en restauration ratée de tableaux? Je vous réponds tout à l'heure. Attention, ça va piquer les yeux. Et voilà, en effet. Et puis j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme chaque soir, Camille Diao. Bonsoir Camille. Bonsoir Jean-Mathieu. Comment ça va ce soir? Très bien, Il comme hier. paraît aussi de nouveau. Et à vos côtés, bien sûr, Claude Askolovitch, en pleine forme aussi. Igualmente. Ah, formidable, voilà. Non, mais c'est dingue, vous parlez toutes les langues en fait, Claude. Non, mal. Si, Mais je les on imite bien. fera des tests tous les soirs maintenant. Et nous avons le plaisir de recevoir Tatiana de Renais. Bonsoir. Bonsoir. Pour votre livre Les Fleurs de l'ombre, donc publié chez Robert Laffont, Héloïse Dormesson. Juste au départ, moi j'avais une question par rapport à votre nom, Tatiana de Renais. On dirait presque un nom de plume. Oui, on me demande tout le temps si c'est un pseudo, mais c'est mon vrai nom. Je peux vous montrer ma carte d'identité. Ah, mais on aimerait bien d'ailleurs. Mais juste au départ, c'est vrai que ce nom, en fait, il est presque, on pourrait dire, issu d'un melting pot. Ah oui, écoutez, j'ai une mère britannique et j'ai un père franco-russe, mauricien. Donc c'est vrai que j'ai hérité de Tatiana, c'est ma grand-mère russe qui m'a donné ce nom-là. Ma mère voulait un nom anglais. C'est ma grand-mère qui a gagné. Et puis voilà, mais bon. Et donc ça forme, voilà. C'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom, Tatiana de Renais. Bon, on va en tout cas en savoir un peu plus sur vous grâce à la règle de 3. Et elle est signée Gaëlle Legrain. Une petite fille, Daphné du Maurier, Les Murs, c'est la règle de 3 de Tatiana de Renais. Elle rédige son premier livre, Une petite fille nommée Carrie, à l'âge de 10 ans. En 1984, sa mère anglaise, Stella, son père français Joël, qui viennent de sortir un essai sur l'avènement de l'ordinateur, sont invités dans l'émission Apostrophe et ne peuvent s'empêcher d'évoquer la vocation de leur fille. Vous dites que votre fille, Tatiana, 23 ans, est en train d'écrire un roman sur l'ordinateur. Tatiana a écrit un roman et moi je tape ma correspondance et Joël aussi fait son travail. Enfin publié en 1992, Tatiana de Renais sort 7 livres qui se vendent peu. Le 8e, Elle s'appelait Sarah, refusé par une quarantaine d'éditeurs et finalement accepté par Héloïse Dormesson. Je lui disais du bien de son livre, je lui disais que je voulais le publier et j'avais en face de moi une femme absente, qui avait l'air Je n'y croyais plus. complètement interdite. Je me disais, le roman est vraiment bien, mais cette femme est vraiment curieuse. Elle s'appelait Sarah se vend à plus de 11 millions d'exemplaires. L'écrivaine britannique Daphné du Maurier a vécu de 1907 à 1989. Cette femme me fascine, elle m'a donné envie d'écrire, dit Tatiana de Renais. Autrice de 3 œuvres, adaptées au cinéma par Alfred Hitchcock, Rebecca, L'auberge de la Jamaïque et Les oiseaux, elle a publié son premier roman The Loving Spirit en 1931. Always wanted to be independent. Not from any antagonism to the family, but simply so that they didn't have to pay for my wishes. Enfant, Tatiana de Renais signait ses manuscrits Tatiana du Maurier. En 2015, alors qu'elle rédige sa biographie, elle vaporise le parfum de l'autrice anglaise dans toute la maison et même dans son propre lit. C'était plutôt quelqu'un qui aimait la solitude, mais qui avait en même temps une vie de famille. Elle était double en fait, Daphné du Maurier. Elle avait plein de secrets. Selon Tatiana de Renais, les murs racontent des histoires du passé susceptibles de bouleverser le présent de ceux qui les entendent. En 2008, l'héroïne de son livre Mémoire des murs connaît ce genre de révélation. C'est une blessure secrète qui va la faire basculer de plus en plus vers une terrible spirale de folie. Les murs, les maisons, les appartements constituent une obsession chez elle. Dans l'épigraphe de son nouveau roman, elle cite Gaston Bachelard. Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont logés. Notre inconscient est logé. Notre âme est une demeure.
Voilà, en tout cas, on espère que vous aimez bien ce studio. Hein, Oui, vous vous je sentez me bien. sens très bien ici, ça Très va. bien. Alors, on l'a vu au départ, vous avez été refusé par 40 éditeurs pour ce livre. Elle s'appelait Sarah, qui a finalement été vendu à 11 millions d'exemplaires. Quand vous les croisez maintenant, ces éditeurs, comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils vous disent, bon, bah voilà, c'était à l'époque, on ne vous connaissait pas, ou ils sont un petit peu mal à l'aise? Alors, ils ne sont pas tous en France, hein. C'est sûr que ce livre a été aussi montré à l'étranger et personne n'en voulait à ce moment-là. Je crois que c'est une histoire de timing. Donc, de temps en temps, je croise des éditeurs qui l'ont refusé, ça je sais. Donc, ils me regardent toujours un peu. Le temps a passé, ceci dit, depuis. Hein, ça fait quand même 12 ans. Alors, moi, je les regarde et je fais un peu comme la reine. Je fais comme ça. Ah, c'est Voilà. Claude. Vous êtes bilingue, vous êtes franco-britannique, Absolutely. vous écrivez en français et en anglais. Ce livre, vous l'avez écrit en même temps Oui. en français et en anglais. Comment fait-on, sachant que chaque langue a son imaginaire, sa musique, ses soubassements? On passe d'une page à l'autre. Expliquez-moi. Alors, ça a été une expérience comme dans un laboratoire, en fait. D'habitude, j'écris soit en anglais, soit en français. C'est d'ailleurs un choix que je dois faire, qui est cornélien, puisque j'ai 2 langues d'écriture, 2 langues maternelles. Et là, pour les besoins de ce livre, qui explore justement ce que j'appelle les cerveaux hybrides, les cerveaux bilingues, je me suis dit, je voudrais essayer d'écrire ce livre en même temps dans les 2 langues. Donc, je ne pensais pas pouvoir le faire. Je me suis lancée. J'avais une page en français sur mon ordinateur, une page en anglais. La même, ça raconte la même chose. Et j'allais de l'un à l'autre, en fait. Et j'adaptais en permanence. Donc, je ne peux pas vous dire que un passage est traduit de l'autre. C'est une auto-adaptation permanente. Alors, ça a été au début un exercice assez... on va dire intense. J'avais l'impression d'avoir de la fumée qui sortait de mes oreilles. Et puis tout d'un coup, j'ai compris que ce livre-là, il fallait que je l'écrive dans les 2 langues. C'était pas possible de choisir une sur l'autre. Mais ce livre se passe chez nous, dans un Paris qui en plus était un Paris martyrisé. Dans un futur proche. 15 ans, oui, c'est dans 15 ans. Oui. La langue anglaise ne regarde pas Paris détruit comme la langue française peut regarder sa propre ville. C'est pas la Alors, même. mon héroïne est franco-britannique, c'est un des seuls points communs qu'elle a avec moi. Sinon, c'est pas moi, je le précise. C'est très difficile pour moi de vous dire quelle langue, quelle particularité a une langue sur l'autre, puisque moi, je suis née avec les 2 langues. Il y a plein de bilingues qui existent. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis la seule, mais il fallait que j'entende la même musique, comme si j'avais une chanson, des notes, mais je savais que les notes françaises et les notes anglaises étaient particulières, mais il fallait qu'elles aient le même son pour moi. Et donc, je n'ai pris aucune liberté avec ce texte. Chaque mot, chaque phrase est pour moi égale dans les 2 langues. Alors, ce qui est assez étonnant avec vous, Tatiana de Renais, c'est qu'on vous donne presque des talents de prophétesse, hein, on peut dire ça comme ça, puisque avec Les Sentinelles de la Pluie, votre précédent livre, bah, c'était une crue qui était en train de ravager Paris. Là, ça se passe dans 15 ans. Vous imaginez un Paris désert, bah, c'est bizarre parce que c'est justement ce qu'on a vécu. Mais Voilà. jamais je n'aurais pu croire un instant que ces passages où je décris ce Paris désert, où il faut rentrer chez soi, c'est une canicule terrible qui s'abat sur Paris dans mon livre, mais il y a quand même des drones qui survolent en disant « rentrez chez vous ». Et donc mon héroïne est confinée chez elle, je ne savais même pas le mot « confiné », il n'a plus la même signification aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était très très étrange pour moi de revoir ce texte à cette lumière-là. Et donc, je vais faire un petit peu attention pour le livre que je suis en train d'écrire maintenant. Oui, merci pour nous, en tout cas. Voilà. Une chose, alors, c'est vrai que votre héroïne, dedans, est prise dans un appartement qui est rempli d'intelligence artificielle. Elle va vraiment s'interroger à ce propos. Et justement, Camille, on voit que de temps en temps, eh bien, la réalité, même pas de temps en temps, actuellement, la réalité a même rejoint la fiction. Et oui, on dirait un scénario de science-fiction, mais c'est une histoire bien réelle, une intelligence artificielle pour lire dans nos pensées. Ça se passe à l'Université de Californie à San Francisco, où une équipe de chercheurs a mis au point un ordinateur relié à des implants cérébraux capable de retranscrire vocalement une phrase émise par le cerveau, mais qui n'a pas été prononcée. Ça marche dans 97% des cas. Les résultats ont été publiés en avril dernier dans la revue Nature Neurosciences. Cette technologie, eh bien, elle doit servir aux patients qui sont privés de l'usage de la parole, un espoir par exemple pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Mais on n'y est pas encore tout à fait, puisque cette étude, elle porte sur un corpus d'une 50aine de phrases seulement, mais les débuts sont prometteurs. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que cette étude, elle est financée par Facebook, qui à terme a d'autres ambitions évidemment pour cette technologie. Mark Zuckerberg imagine déjà nous permettre de communiquer avec nos amis
par la pensée. Et il n'est pas le seul sur le coup. Un autre milliardaire de la Silicon Valley, Elon Musk, le patron des automobiles Tesla, planche aussi sur la question avec son projet Neuralink, qui doit faire l'objet d'un premier essai clinique d'ici la fin de l'année 2020. Les géants de la technologie vont-ils bientôt avoir accès à nos pensées les plus secrètes, pénétrer jusqu'au dans les recoins de notre cerveau? Tatiana Dronnet, est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous inquiète? Alors, il y a une scène dans mon livre, dans une salle de bain connectée, où Clarissa est absolument persuadée qu'on essaye vraiment, doit fixer quelque chose dans le miroir. Elle est persuadée qu'on est en train d'essayer de pomper sa pensée. D'ailleurs, toute sa paranoïa naît de ça. Je ne vais pas vous dire que ça ne m'inquiète pas. Quand on lit quelque chose comme ça, quand on se renseigne, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais mon Dieu, comment on va lire dans mes pensées, on va lire ce que je pense, on va lire mes rêves ». C'est inquiétant, mais j'ai voulu le traiter ici, dans ce livre, par le biais de l'intimité d'une femme. Je n'ai pas voulu faire étalage d'une connaissance technique que je n'ai pas d'ailleurs. J'ai voulu vraiment explorer comment notre paranoïa naît de ce que vous venez de décrire, parce que c'est quand même très troublant de se dire qu'on va communiquer avec nos amis sur Facebook par la pensée. Mais alors, les choses assez étonnantes, c'est que c'est vrai que votre père, Joël de René, on le connaît parce que à qui le livre est dédié. Voilà, il est dédié, mais donc c'est l'ancien aussi directeur de la Cité des Sciences à la Villette, passionné de sciences. Vous-même, vous êtes un peu rétive à la technologie ou pas? Quand vous parlez avec lui, non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, mon père nous a toujours parlé du futur avec beaucoup d'enthousiasme et avec cette phrase qu'il a piquée à quelqu'un, je ne sais pas très bien à qui. Je pense que c'est Woody Allen. Le futur m'intéresse parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Donc, papa a toujours regardé le futur avec un certain optimisme. Je ne suis pas aussi optimiste que lui. Je dirais que je suis peut-être une optimiste inquiète. Mais si on voit tout en noir et si on se convainc que déjà le futur est atroce et ce qui nous attend est épouvantable, écoutez, à quoi bon? Donc ce livre montre quand même une certaine forme de résilience face à ces nouvelles technologies et comment cette intelligence artificielle s'immisce à tous les niveaux de notre vie. Et ça, c'est-à-dire justement dans les fleurs de l'ombre, c'est signé donc Tatiana de René, publié chez Robert Laffont. Héloïse d'Ormesson, merci beaucoup en tout cas d'être passée par 28 minutes ce soir. Allez, on passe à notre débat avec les plans sociaux qui se multiplient en France. Les nuages sombres s'amoncellent dans le ciel de l'économie. Un mot est désormais sur toutes les lèvres des dirigeants, la relance. La relance, nouveau mantra pour lutter contre les conséquences économiques néfastes du Covid-19, mais relancer comment? En consommant davantage au risque de mettre en danger l'environnement, en ralentissant, quitte à fragiliser nos emplois. Y a-t-il d'ailleurs un nouveau modèle à inventer? On en parle après la mise au point de Amira Swilem. Des plans sociaux qui se multiplient, des enseignes qui ferment, des postes supprimés par milliers. Face à la récession qui s'annonce, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, demande aux Français de faire preuve de patriotisme en dépensant. Pendant cette crise du Covid, on a tout de même épargné. C'est une surépargne. C'est pas une épargne de précaution, c'est simplement qu'on n'avait pas l'occasion de consommer. Si on la consomme, bien sûr, que ça vient également abonder la croissance. Consommer pour faire tourner à nouveau les usines arrêtées ou au ralenti pendant le confinement. Bon pour l'économie, mais quid de l'écologie? Après des semaines de confinement, certains Français aspirent à consommer moins, ou tout du moins différemment. À l'image de ces riverains, qui privilégient désormais les circuits courts pour l'achat de leurs légumes. C'est sympa de venir directement chercher ses fruits et ses légumes, en fait. Et puis bon, pour la petite, ça lui fait une sortie, et puis ça lui montre comment ça pousse. C'est quand même mieux que d'aller chercher directement au magasin. Pas de déchets, c'est du local, on ne peut plus local. Puis il fait beau, donc c'est sympa. Les envies de sobriété et de préservation de la nature se heurtent-elles à la nécessité de relancer l'économie? Peut-on consommer responsable et préserver les emplois? Comment résoudre cette équation qui semble insoluble? Alors nous allons en débattre avec nos invités et ce soir, nous recevons Philippe Moati. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris et selon vous, l'urgence c'est de faire repartir la machine économique pour éviter les licenciements. Mais l'urgence climatique s'impose elle aussi. Le problème, c'est de jongler avec des temporalités différentes. À vos côtés, Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe. À vos yeux, le gouvernement nous incite à consommer davantage, mais il le fait avec des injonctions contradictoires. Par exemple, en favorisant en même temps la réparation d'un vélo et l'achat d'une voiture. Et à vos côtés,
Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. D'après vous, il faut investir sur l'avenir en liant relance économique et investissement vert. Et la question de baisser sa consommation doit se poser dans certains secteurs. Et avant d'ouvrir notre débat, on va tout de suite passer à une question d'un de nos internautes. Camille, c'est une question en 28 secondes. Exactement. Et la question est la suivante. Si on consomme moins, on produira moins et on travaillera donc moins. Faut-il débattre à nouveau de la baisse du temps de travail? Et c'est vrai que les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont voté et adopté 150 propositions à l'exception d'une, celle qui proposait de baisser la durée du travail à 28 heures par semaine. C'est inimaginable aujourd'hui comme proposition, Lucille Schmitt? C'est inimaginable lorsqu'on sort d'un moment d'inactivité forcée avec le confinement. Mais lorsqu'on pose la question, ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout de la question et de voir ce que signifie partager le temps de travail. Je rappelle que partager le temps de travail, c'est une question qui existe depuis qu'on travaille et que lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, par exemple en 1981, la question du partage du travail s'est posée tout de suite. Donc ça révèle quelque chose sur le fait qu'on est encore dans la contrainte d'un modèle de pensée qui fait que, si j'ai bien compris ce qu'ont dit les citoyens de la Convention, ils ont dit on n'aurait pas eu l'air sérieux si on avait voté cette mesure de ne travailler que 28 heures par semaine. Je crois que le sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie avoir l'air sérieux? Est-ce que c'est se poser, donc, comme je disais tout à l'heure, cette question de l'avenir? Est-ce que c'est se poser la question du partage de travail avec les nouvelles générations? Toute la question, c'est au fond le temps qu'on accorde, comment dirais-je, à l'idée de gagner de l'argent, à l'idée d'imaginer l'avenir du monde. Je pense que l'écologie implique de relativiser la place de l'argent et certainement de donner une place à tout ce qu'on appelle les activités bénévoles. Travailler pour gagner sa vie, c'est pas forcément toujours travailler au sens écologique du terme. Alors justement, pour nous aider à voir un peu plus loin, il y a un chiffre, Claude, c'est votre chiffre du jour. Qui est notre trésor caché, un chiffre qui doit faire rêver ceux qui veulent relancer l'économie. 55 milliards. 55 milliards, c'est la surépargne des Français pendant le confinement, c'est-à-dire ce que vous et moi, nous tous, n'avons pas dépensé quand nous étions bloqués chez nous. Question pour vous, Philippe Moati, ça fait 8 semaines que le confinement a cessé. Est-ce que nous avons commencé à dépenser ces 55 milliards utiles à l'économie ? Pour partie seulement, et par ailleurs, certains ont continué d'accumuler. En fait, si on regarde comment se sont passées les premières semaines de déconfinement dans le commerce, en termes de chiffre d'affaires, on commence à retrouver des niveaux normaux, avec de très grandes disparités selon les secteurs. Le secteur champion, c'est le bricolage, parce qu'on a été confinés à la maison, on a eu le temps de voir tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'on avait envie de faire, et des secteurs qui sont à la traîne, qui étaient déjà mal en point, tels que l'habillement, par exemple. Donc il y a une sorte de retour à la normale en chiffre d'affaires. Par contre, quand dans nos enquêtes, on demande aux gens « est-ce que vous êtes allés plus ou moins dans les magasins qu'avant le confinement ?» On a encore 40% des Français qui nous disent « y aller moins qu'avant le confinement ». Ça veut dire que ceux qui se sont déplacés ont acheté, donc le taux de transformation, comme on dit, est plus important. On achète parce que se déplacer et vivre une expérience dans le commerce aujourd'hui, c'est pas très drôle. Donc quand on y va, on achète avec un ticket moyen élevé. Bon. Oui, ça arrive de temps en temps, vous savez, c'est un peu hanté ici. Donc ça, et surtout, le bricolage. Et voilà, le bricolage, un achat d'urgence à faire. Et surtout, quand on interroge les gens, est-ce que vous avez acheté par nécessité ou par plaisir ? À 71% fin juin, ils nous disaient encore que c'était des achats de nécessité. Donc c'est du rattrapage en quelque sorte. Et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ne dire rien de ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent en matière de consommation. Jean-Marc Daniel, mais dépenser, consommer, acheter, c'est presque un devoir civique par rapport à la collectivité en ce moment. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt un retour à la vie normale. C'est de constater qu'on revient à une vie normale. Et donc, non, pardon, mais l'économie a besoin de ces dépenses. En ce sens, c'est un devoir. Oui, elle a besoin de dépenses, mais elle a aussi besoin de travail. C'est-à-dire que l'origine de toute la richesse, c'est quand même du travail. C'est réduire le temps de travail si le travail n'est pas plus efficace, ça crée un appauvrissement. Considérer qu'il faut dépenser s'il n'y a pas du travail en regard. Il y a un économiste qui fonde un peu tous les raisonnements économiques et l'enseignement de l'économie à la surface de la planète, qui est Nicolas Gregory Mankiw, et il résume l'économie en 10 points. Et son point 8, c'est que on ne peut dépenser que si on produit au préalable. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est plutôt de remettre les gens dans les usines que de les remettre dans les magasins. Alors après, cette dépense, elle va avoir lieu parce que, comme on l'a dit, les 55 milliards que vous avez qualifiés d'épargne, c'est assez naturel de dire ça, mais l'épargne, c'est un geste où on se projette dans l'avenir. Là, les Français ne se sont pas projetés dans l'avenir, on les a empêchés d'aller dans les magasins. Donc, ils n'avaient pas décidé de mettre cet argent de côté, ils l'ont à disposition, et dès qu'ils peuvent le redépenser, ils le redépensent. Simplement, il y a des secteurs, effectivement, où ils ne vont pas le redépenser, notamment le transport aérien, notamment un certain nombre d'activités qui sont encore confinées. C'est que ça pour
vous? C'est que parce que ces activités sont confinées qu'on ne dépense pas dedans. C'est pas du tout un réflexe. Non, je pense que tant qu'il y aura encore l'impression que le confinement existe et que le confinement est une menace, parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles aussi les gens font preuve d'un certain attentisme, c'est le fait qu'on recommence à parler de confinement, alors on parle de l'Espagne qui se remet à confiner, il y a des rumeurs comme quoi en France on se pose des questions sur Lyon. Bon, donc je pense que tant que les Français n'auront pas une lisibilité, ils ne se précipiteront pas dans les magasins. Mais ils ne sont pas dans une logique, encore une fois, d'épargne. Épargner, c'est se projeter dans le long terme et dire je mets de l'argent de côté pour que dans 5, 10 ans, je puisse récupérer du pouvoir d'achat. Monsieur Schmitt, est-ce qu'il peut y avoir une évolution dans la manière de consommer des Français? Est-ce que, voilà, on ne va pas reprendre l'avion parce qu'il n'y a pas d'avion ou parce qu'on nous a dit, c'est le Flixcam, qu'il valait mieux ne pas prendre l'avion ou pas trop prendre l'avion pour préserver la planète? Est-ce que le confinement et la crise de la pandémie auront été l'occasion d'une réévaluation de nos habitudes de consommation? En fait, ce qui se passe, c'est quand on est obligé de rester chez soi, on n'est pas seulement en train de se dire « Ah, je vais me précipiter dans un magasin quand je ne serai plus confiné ». Le sujet, c'est qu'à mon sens, on a eu le temps aussi de réfléchir et sans doute de modifier. C'est ce que dit le philosophe Bruno Latour. Il a invité à abandonner ou à garder certains gestes à la sortie du confinement. Comment on donne un sens au fait d'avoir été obligé de rester chez soi? Et je pense que la question, par exemple, d'aller moins dans les magasins ou tout le mouvement de la jeunesse autour de ce qu'on appelle le rejet de la fast fashion, c'est-à-dire les magasins H&M, la question de ne plus s'habiller, ne plus changer de robe 4 fois. On appelle le fast fashion, en fait, c'est ça. C'est ça, le fast fashion. C'est la mode rapide qui est très nuisible à l'environnement. C'est la mode rapide très nuisible à l'environnement, avec vous savez, des collections qui sont faites chaque semaine. Je parle d'une chose que je ne connais pas, hein, mais je connais de jeunes femmes qui remettent en cause cette question de la fast fashion. Et je pense que c'est assez intéressant parce que je crois que le confinement a accéléré certaines choses. Ça a ralenti le travail, c'est clair. Ça a été un moment de décroissance obligatoire. Mais ça a obligé, quelque part, à changer la hiérarchie de nos priorités. Et je crois que sur la consommation et le fait de se reprécipiter dans les magasins, je pense qu'on se reprécipite moins aussi parce qu'on se dit, est-ce que ça a vraiment un sens? Alors Claude, justement, on voit que pour le gouvernement, finalement, selon les dernières annonces, associer relance et protection de l'environnement, c'est possible? Oui, et on va entendre, c'était aujourd'hui un homme qui est toujours ministre de l'économie et des finances, mais également de la relance. Écoutez Bruno Le Maire en sa forteresse de Bercy, nous décrire, merci Monsieur le Ministre, cette relance selon ses voeux. Contrairement à ce que j'entends dire parfois ici ou là, accélérer la transition écologique, décarboner notre économie, ce n'est pas l'affaiblir, c'est au contraire la renforcer. La forcer à trouver de nouveaux moyens de production, la forcer à innover, à se digitaliser, à se robotiser, à trouver des moyens de production qui soient plus économes en énergie et donc plus compétitifs. Notre relance ici sera verte. Que les robots sont un atout en termes de compétitivité, les machines en général, on connaît ça depuis les premières révolutions industrielles. On n'avait pas encore entendu dire que les robots, c'était bien pour l'environnement. A, est-ce que c'est vrai? 2, est-ce que c'est un discours qui va durer et s'implanter? Il ne parle pas que de robots ici. Il parle effectivement de recalibrer notre économie pour la rendre compatible avec les enjeux environnementaux. Et je crois que ça passe par les robots. Entre autres, mais je crois qu'il ne faut pas polariser sur ce point. On a un défi beaucoup plus général à relever. Et je pense effectivement, il n'y aura pas de compétitivité, je reprends un terme d'économiste, il n'y aura pas de compétitivité demain si on n'a pas réussi à décarboner la production. Donc je pense qu'effectivement, c'est un axe qu'il faut privilégier. La relance, elle doit passer aussi par la transformation de notre économie. Le problème, c'est que autant remettre une économie en marche, c'est quasiment appuyer sur un bouton dès lors que les salariés peuvent revenir travailler. Changer son mode de fonctionnement, ça va prendre des mois et des années. Donc, il y a ce qu'on disait au démarrage, il y a un problème de hiérarchisation des priorités dans le temps. Dans l'immédiat, relancer la machine pour éviter la catastrophe de l'accroissement du chômage, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir. Mais en même temps, on engage dès maintenant un chantier de long terme qui va consister à remodeler notre économie pour la remettre sur les rails, à la fois de la compétitivité de demain et des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Car il faut qu'on en reparle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez annoncé. Il y a une grande partie de l'opinion qui a progressé durant la crise, qui est en attente d'autre chose, d'une autre société et d'une autre manière de consommer. Jean-Marc Daniel, quand même un chiffre, 17 000 emplois supprimés chez Airbus, 10 000 chez Air France. C'est bien beau d'être compétitif et écolo à la fois. Dans le sujet qu'on a montré tout à l'heure en début d'émission, on opposait les gens qui vont faire leurs courses directement dans les champs à des caissières ou des caissiers de la grande distribution. Est-ce qu'une économie peut se passer des êtres humains au prétexte de devenir
verte et compétitive? Non, elle ne se passera pas d'être humaine, mais en revanche, il y a beaucoup d'emplois qui changent et qui disparaissent. Et, on parle beaucoup de réindustrialiser, relocaliser, et on met en avant le fait qu'il y avait 6 millions d'emplois dans l'industrie en 1975, et là, en 2019, on est descendu pour la première fois en dessous de 3 millions. Ça ne veut pas dire que... Mais en même temps, on nous dit que ce n'était pas une bonne idée, et que pendant la crise de la pandémie, on nous a dit on n'aurait peut-être pas dû tout abandonner. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut réindustrialiser. Comme si ces 3 millions d'emplois qui avaient disparu avaient correspondu à des activités qui avaient disparu. Ça a correspondu, on parle de robots, au fait que des parties de plus en plus importantes de l'activité industrielle sont robotisées, sont assumées maintenant par des automates et des machines. Et donc le progrès technique est effectivement un moyen de décarboner l'industrie, et c'est un moyen d'améliorer la situation globale, c'est un moyen effectivement d'avancer vers davantage d'écologie. Concrètement, là aussi, vous prenez Londres au moment de la révolution industrielle dans les années 1880, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait une pollution pas possible, que ce qui a fait disparaître la pollution, c'est effectivement le progrès technique. Je rappelle que le Royaume-Uni s'est constitué sur le charbon. Il y avait 1 200 000 mineurs de charbon en 1900. Maintenant, il n'y en a plus aucun. Alors que tout le monde se souvient des grandes grèves pour défendre le charbon contre Margaret Thatcher. Qu'est-ce qui s'est passé? L'économie britannique a changé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus d'emplois au Royaume-Uni. Ça veut dire qu'on a changé le type d'économie, le type d'emploi. Il y a une brutalité sociale, on ne va pas en parler, mais il y a une brutalité sociale. Mais justement, on va le voir ça dans un instant. Et cette passion de la consommation, elle n'est pas nouvelle. Notre archive du jour, d'ailleurs, nous fait retourner presque 60 ans en arrière à Toulouse. Et oui, en cette année 1962, la Ville Rose célèbre l'ouverture d'un supermarché devant des clients émerveillés. Désormais, on fait les commissions en remplissant son cabas entre 2 rayons, le monde moderne et plein de conserves. Le supermarché a ouvert ses portes mardi dernier pour les amis, et ils étaient nombreux. Le lendemain, pour les clients, qui seront sûrement encore plus nombreux. Le poulet s'y vend tout rôti. Que le chaland soit badaud ou pressé, la circulation coule facile. Comme les viandes et la charcuterie, les légumes et les fruits se présentent préconditionnés dans des comptoirs réfrigérés. Image de la vitalité du commerce toulousain. Et un ascenseur conduit directement le petit chariot de provisions à la voiture de madame. La voiture de la dame. En tout cas, voilà, nous sommes en 1962. Lucie Schnitt, quand on voit ça, on voit en effet des Français qui découvrent la grande consommation. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus vertueux, justement, ces achats? Je crois que le sujet, enfin c'était drôle parce qu'il y avait une dame avec un manteau de vison qui se précipitait au supermarché, c'était quand même intéressant. Je crois que le sujet qui est posé, c'est qu'on a tous assez envie d'être vertueux et en même temps de ne pas se passer de certains plaisirs. Je crois qu'il ne faut pas imaginer que l'écologie, c'est le monde du peine à jouir. En revanche, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et donc le sujet qui est devant nous, c'est la question de ce qu'on appelle l'écologie populaire, qui est sans doute une manière, d'ailleurs très maladroite de dire les choses. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut mettre le fait de bien manger, de moins consommer et de consommer d'une manière plus qualitative en choisissant ce qu'on a envie de consommer à la portée de tout le monde. Et en ce sens, faire le lien entre la question sociale et la question écologique est fondamental. Et moi, ce qui me frappe dans le discours de Bruno Le Maire, c'est que, vous savez, il a écrit un tract de crise en disant comment il fallait être vert en fait, pendant le coronavirus, là chez Gallimard. Ouais. Mais quand il parle d'écologie, il ne parle pas du tout de la question humaine. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, et c'est aussi posé pour les Verts, pour les écologistes, sur le fait de faire le lien entre question sociale et question écologique. Et ça concerne, y compris par rapport à ce que vous disiez, Jean-Marc Daniel, la question de la reconversion des métiers dont on nous dit qu'ils sont inutiles. Par exemple, aujourd'hui, reconverti, si vous êtes un ouvrier qui travaille dans une vieille centrale thermique de EDF, comment vous allez faire? Comment vous allez trouver votre place? Vous avez sûrement envie d'être écologiste, mais vous n'avez pas envie d'être au chômage. Et donc, le sujet d'organiser la transition, la transformation verte de notre économie, c'est d'organiser aussi la conversion sociale et de redonner une place, en ce sens, on verra ce que fait le nouveau gouvernement, au lien entre écologie et question du travail et question sociale. Moi, je pense que c'est fondamental et c'est pour ça que les écologistes ont gagné dans les territoires en étant associés à la gauche. Parce qu'il y a une attente sociale qui est liée à la question écologique. Claude. Philippe Moati, Emmanuel Macron a accepté un moratoire sur les zones commerciales. Est-ce que nos paysages urbains, le déplacement des commerces vers les banlieues, la désertification des centres-villes, est-ce que tout ceci, qui semblait inéluctable, peut prendre fin au nom de la vertu consommatrice et écologique ? Oui, et d'ailleurs je pense que ça rendra service à la profession des distributeurs et des foncières qui construisent des centres commerciaux, parce que depuis une dizaine d'années, on a construit plus de mètres carrés que la croissance de la consommation des ménages.
clairement, on est en situation de surcapacité. Donc à un moment, il faut arrêter. Vous avez vu que les chaînes de distribution sont en train de tomber les unes après les autres. Donc mettre un peu d'ordre, mettre un arbitre au milieu du jeu pour calmer un peu les ardeurs. Mais vous imaginez, pardonnez-moi, vous imaginez ces zones retournées à l'agriculture. C'est un des thèmes des écologistes aujourd'hui, pas seulement des décroissants. Est-ce que vous imaginez que l'horloge puisse partir en marche arrière? Non, là, on parle d'un moratoire, on parle d'arrêter un processus, on ne parle pas de revenir en arrière. Mais un moratoire, c'est du pipeau. Est-ce qu'on est dans l'amorce d'une révolution? On est dans l'amorce d'une révolution commerciale, j'en suis absolument convaincu. J'ai même un livre qui s'intitule « La nouvelle révolution commerciale ». Mais cette révolution commerciale ne va pas consister à démanteler les uns après les autres les centres commerciaux et les grandes surfaces. Pas le retour à la charrue pour tout Bien le monde. sûr que non. Allez, en tout cas, on va voir. Juste Attendez, le Jean-Marc Daniel, oui. excusez-moi, vous allez pouvoir parler dans un instant, mais avant, je voudrais avoir le point de vue aussi des plus jeunes, hein, parce que c'est eux, justement, aussi qui vont connaître cet avenir. Et on va en parler avec vous, Camille, parce qu'on voit des jeunes très intéressés par l'écologie, mais pas vraiment dans les actes, en fait. Hein. Exactement, on les présente souvent comme ceux qui vont changer le monde. Les jeunes défilent pour le climat, ils s'en prennent au train de vie de leurs aînés, qu'ils surnomment ironiquement les boomers. Ils se reconnaissent dans la figure de la Suédoise Greta Thunberg. Les 18-24 ans placent même l'environnement en tête de leurs préoccupations. Selon une étude du CREDOC parue en fin d'année dernière, le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Mais entre les mots et les actes, il y a encore du chemin. La même étude montre que la jeune génération ne se situe pas vraiment en rupture avec la société consumériste. Au contraire, la consommation est pour eux une source de plaisir pour 20% d'entre eux et c'est 8 points de plus que dans la population générale. Autre exemple, ils ne sont que 64% à trier leurs déchets contre 80% dans l'ensemble des Français. Ils consomment moins de légumes locaux et de saison, 44% versus 64%, et ils ne sont que 39% à éteindre les appareils électriques derrière eux pour économiser l'énergie contre 54% des Français. Alors on est face à des jeunes assez individualistes, extrêmement attachés à un paradigme libéral de consommation, explique l'un des auteurs de l'étude. Finalement, est-ce que la jeunesse n'est pas en train de nous tendre une sorte de miroir grossissant qui révèle une difficulté plus générale, celle d'aligner nos intentions sur nos actes? Je crois que vous avez envie de réagir, Philippe. Oui, parce qu'on observe exactement les mêmes choses dans nos études. Il y a eu une poussée, effectivement, de la sensibilité environnementale chez les plus jeunes, mais vraiment très très forte, en l'espace de 18 mois, en quelque sorte, hein, avant la crise sanitaire déjà. Et quand on essaye de sonder la fibre consumériste des personnes, on voit que les jeunes sont plus consuméristes que leurs aînés. Voilà. Donc il y a une sorte de paradoxe qui se résout peut-être en partie par le fait que ça ne veut pas dire grand-chose de parler des jeunes. Quand on regarde un peu à la loupe, il y a une vraie différence entre les jeunes éduqués, c'est plutôt ceux-là qu'on voit dans les manifestations, dans les marches pour le climat, et les jeunes qui ne le sont pas. Et là, la moyennisation, finalement, crée des paradoxes, tels que ceux que vous avez soulignés. Jean-Marc Daniel, face à toutes ces injonctions contradictoires et les contradictions qui passent à travers chacun d'entre nous, pas seulement les jeunes, est-ce qu'on a besoin de ce qu'on appelait autrefois le plan, c'est-à-dire d'une volonté de l'État qui, par des taxes, la taxe carbone, par des aides industrielles ciblées, remodèlerait notre manière de produire et de consommer? Est-ce qu'on est en besoin de dirigisme aujourd'hui? Non, je ne crois pas. En revanche, que l'État ait une politique écologique, je dis oui. Mais en revanche, faire du dirigisme, nous dire où on doit aller acheter, ce que l'on doit acheter, cela me paraît très dangereux. Est-ce que ce n'est pas l'objet, pardonnez-moi, par exemple, de la taxe carbone qui rendrait plus cher les produits carbonés, qui réorienterait notre consommation? Alors ça c'est différent. C'est-à-dire que vous pouvez inciter les gens à avoir un certain type de consommation. Et donc, effectivement, le rôle de la taxe carbone, de même que la taxe sur le tabac a pour objet de faire en sorte que vous consommiez moins de tabac. Donc, vous avez un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mis en place pour réorienter et canaliser votre consommation. Mais dire, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de vous installer là, vous n'avez pas le droit d'aller acheter ça, ça crée immédiatement, si vous interdisez aux gens d'aller dans certains magasins, vous allez avoir des mécanismes de marché noir qui vont se mettre en place, des mécanismes, on le voit bien d'ailleurs sur le tabac, on atteint assez vite la limite au travers de la contrebande. Donc je pense qu'il faut mettre en place une fiscalité écologique, une fiscalité qui tienne compte des besoins de l'écologie et qui ne sera acceptée qu'à 3 conditions. La première condition, c'est qu'on ait vraiment l'impression que l'argent ainsi collecté sert à réparer les dégâts liés au carbone. C'est un des principes fondamentaux d'une taxe dite de Pigou, qui était l'économiste qui avait conçu cette taxe, la taxe pigovienne, c'était que l'argent ainsi collecté soit véritablement utilisé à réparer les dégâts qui étaient liés à l'activité en question. Le deuxième élément, c'est que cette taxe soit relativement lisible, parce que je rappelle quand même que les Gilets jaunes sont nés contre la taxe carbone, et donc ça prouve bien qu'il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale, donc ça suppose une lisibilité. Et le troisième élément, c'est que effectivement, les gens aient l'impression que
derrière ça, il y a non pas une intention morale et punitive, mais il y a une véritable intention de leur rendre un service. On en revient à ce que vous disiez sur les jeunes. Moi, je vois mes étudiants, effectivement, ils sont très sensibles au réchauffement climatique. En revanche, il y a un certain nombre de choses dans le discours de Greta Thunberg et dans le discours des écologistes les plus radicaux qui leur paraissent quasiment un retour au paganisme, une espèce de déification de la nature. Je ferai une toute dernière remarque sur le retour en arrière. Juste vraiment, toute dernière remarque. Vous disiez, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et lorsqu'on a voulu demander aux Français d'aller récolter les fruits pendant la période de confinement, on n'a trouvé personne. Donc le retour en arrière va être assez difficile. Allez, en tout cas, c'est une réflexion qu'on va continuer à avoir et qui va continuer à nous occuper. Merci, en tout cas, à vous trois d'être passés par 28 minutes ce soir. 28 minutes continue. Dans un instant, Paola Puerari nous dira que ressembler au président chinois, ça peut devenir un véritable enfer. Et Victor Dequiver s'intéressera aux accidents de réparation de tableaux devenus presque une tradition, et oui, chez des artisans espagnols. Mais avant ça, il est temps d'allumer les amplis avec Mathieu Conquet. Tous les jours, il décrypte, analyse, dissecte un titre qu'il passe à la loupe. Aujourd'hui, ça scratch et ça graffe avec un post Ghetto Blaster, Rockit de Herbie Hancock. À la loupe aujourd'hui, un hit paradoxal, Rockit de Herbie Hancock. En 1983, Herbie Hancock surprenait tout le monde, à commencer par ses fans en publiant le bien nommé Future Shock. En plus des synthétiseurs dernier cri en forme de guitare, Herbie Hancock pose ici l'une des premières pierres d'un genre nouveau, le hip-hop. Le succès de l'album, vendu aux États-Unis à plus d'1 million d'exemplaires, surprend aussi bien sa maison de disques que le musicien, qui se demandait alors à qui pourrait plaire cette musique inclassable. Si le parcours d'Herbie Hancock a commencé au piano, plutôt côté jazz, il est très vite tenté par les premiers synthétiseurs, comme les premiers ordinateurs. Mais au début 83, la carrière du jazzman s'essouffle, et son dernier succès remonte à 10 ans plus tôt, autant dire une éternité. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, il engage un jeune manager qui lui présente d'autres jeunes gens qui lui font découvrir le hip-hop, alors naissant à New York. Plutôt que de s'intéresser au message, Herbie Hancock ne garde que le rythme dicté par les scratchs. Et pour la première fois, une platine est utilisée comme un instrument soliste. Seuls quelques mots resteront sous les doigts du grand mixeur DST. En résumé, un musicien de jazz qui nous fait découvrir le rap avec un morceau qui s'appelle Rockit, c'est peut-être ça, un transgenre. Chapeau, Et voilà une nouvelle définition signée Mathieu Conquet. Est-ce que vous scratchez ou pas? Paola, J'ai l'impression que vous beaucoup. scratchez souvent, non? Voilà, régulièrement. Énormément. Alors bonsoir à vous, ça va bien? Ça va? Ouais. Alors on va commencer avec vous, Paola, puisque tout l'été, c'est vrai qu'on fait le tour du monde avec vous. Et aujourd'hui, c'est direction la République populaire de Chine, où je crois que la censure choisit des cibles un peu particulières. Tout à fait. Et pour vous raconter cette histoire folle, je dois commencer par vous présenter un chanteur d'opéra. Il s'appelle Liu Keqing, c'est un baryton chinois très populaire sur le réseau social TikTok. Il poste régulièrement des vidéos de ses concerts. Mais le mois dernier, son compte a été radié, supprimé à la demande des responsables chinois, sans raison apparente. Enfin, regardez la vidéo, ça va peut-être vous sauter à l'œil. J'imagine que vous avez trouvé. Bon, immédiatement, alors, c'est vraiment incroyable. Le chanteur ressemblerait trop au président chinois Xi Jinping. Même taille, 1m80, même visage carré, même coiffure gominée. La similarité est telle que le régime de Pékin l'accuse de violation d'image. Oui, mais pourtant, il ne fait pas du tout de mal au régime, là, en fait. Alors, non, pas du tout. Liu Keqing, il habite à Berlin. Il ne fait pas de politique. Il n'a jamais été signalé comme opposant. Mais cette ressemblance, c'est le moyen
moyen parfait de déjouer la censure. Par exemple, vous prenez une vidéo de chant lyrique du sosie et vous la détournez avec des messages hostiles au gouvernement. Alors les autorités chinoises ont très vite mesuré le risque de moquerie et ils ont préféré directement censurer le chanteur. Mais ça veut dire que cette méthode a déjà été employée par des dissidents chinois en fait. Oui, alors ça a été déjà employé auparavant avec Winnie l'ourson. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Oui. les internautes avaient vu une ressemblance flagrante entre Xi Jinping et ce nounours en peluche, un peu gourmand, un peu bêta. Chaque détournement était devenu viral sur la toile, si bien qu'aujourd'hui, eh bien, si vous tapez Winnie l'ourson sur Weibo, le premier réseau social chinois, un message contenu illégal apparaît. Alors plus sérieusement, l'affaire de ce chanteur nous révèle la soumission de l'application TikTok qui est aux ordres de Pékin. Les États-Unis envisagent même de bannir l'application chinoise. Elle est très en vogue chez les adolescents et elle serait une menace pour la sécurité nationale du pays. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a conseillé aux Américains de ne surtout plus télécharger l'application, sauf s'ils souhaitent, je cite, que leurs informations privées se retrouvent dans les mains du Parti communiste chinois. Mais c'est incroyable parce que là d'un coup, j'ai en tête Xi Jinping avec son t-shirt rouge tout nu chez lui. En fait, oui, c'est un peu bizarre à cause de Winnie l'ourson. Évidemment. Voilà, merci en tout cas, Paola, pour cette histoire assez incroyable. Alors avec vous, Victor, aussi, une autre affaire parce qu'il y a peut-être des gens qui vont partir en Espagne là pendant les vacances. Et c'est là où vous nous emmenez ce soir. Il ne faut absolument pas faire restaurer son tableau parce que là-bas, il y a eu justement la restauration ratée d'un tableau de Murillo qui fait grand bruit. Oui, c'est l'histoire d'un homme espagnol collectionneur. Il a dans ses affaires un tableau précieux qu'il tient de sa famille depuis plusieurs décennies. C'est l'Immaculée Conception de Murillo. Murillo, c'est une œuvre importante de l'histoire picturale baroque espagnole. Regardez la finesse de ses traits. Regardez aussi la beauté des reflets sur ses cheveux. Certes, le collectionneur ne possède pas l'original puisqu'il est exposé au Prado, mais une copie, assez bonne copie, qui date du début du XXe siècle. Le problème, c'est qu'elle est endommagée. Il décide donc de la faire restaurer. Et lorsque le tableau revient, regardez à quoi il va ressembler. Ah oui. Il ressemble, à ça. Donc ça, c'est la première version. On a un problème. La différence. Le collectionneur s'emporte. Le professionnel jure qu'il va réparer son erreur, mais le mieux est l'ennemi du bien. Il va donc envoyer une troisième version qui va ressembler à ça. C'est presque un Picasso. Elle louche. C'est pas la première fois que c'est incroyable. Donc c'est pas une blague. C'est vrai. C'est pas une blague, c'est vrai. Et c'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive en Espagne. En 2012, déjà, la fresque d'un Christ dans un sanctuaire avait été mal restaurée, particulièrement mal restaurée. Regardez, le Christ ressemble à un singe. Ça a déclenché l'effroi des autorités locales et l'hilarité d'Internet. L'image a tellement circulé que des touristes ont voulu voir la restauration en vrai. Le sanctuaire est devenu une attraction pour des mauvaises raisons. La ville a tenté de surfer sur la vague, elle a édité des produits dérivés, elle a même créé un atelier pour que les personnes puissent dessiner eux aussi leur propre version de Lecce Homo, plus ou moins ratée. Évidemment, la restauratrice en a profité pour demander des droits d'auteur, ce serait pas drôle sinon. Heureusement, la plupart des restaurations se passent bien, voire même très bien. C'est le cas en 2011 de ce couple new-yorkais qui décide d'acheter un Christ sur un petit tableau de noyer assez endommagé. C'est le Salvator Mundi, regardez, il bénit d'une main, il tient l'univers dans l'autre, ça a été peint au XVIe siècle. On pense alors que c'est un héritier, un élève de Léonard de Vinci. Le couple croit au potentiel de ce tableau, il va le faire restaurer pendant plusieurs années et on va découvrir qu'il aurait été peint par Léonard de Vinci lui-même. Le tableau a été vendu en 2017, 380 millions d'euros. C'est le tableau le plus cher du monde. Depuis, on a perdu sa trace. Certains racontent qu'il voguerait sur le yacht du prince héritier d'Arabie Saoudite, mais ça, c'est une autre histoire. On verra la prochaine fois. Et oui. Et en tout cas, le message du soir, prudence, si vous allez en Espagne avec votre tableau pour le faire restaurer. Merci beaucoup, Paola et Victor. Merci, mes amis, à suivre sur Arte. Les routes de l'esclavage, série documentaire en 4 parties retraçant la tragédie des traites négrières et la trace laissée par cette entreprise criminelle sur notre histoire. On se quitte. On souhaitait un bon anniversaire à Ringo Starr et Will Beatles à 80 ans aujourd'hui. Et avec ses amis, John, Paul et George, il a écrit quelques chansonnettes sympathiques, je ne sais pas si vous le savez. Voilà, Octopuss's Garden, chanté par Ringo Starr. À demain, 20h05. Tchuss. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves.